Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue. Vous suivez Tribune de presse spéciale bilan. On va faire deux numéros spéciaux, je vais dire. Le premier, c'est celui qui commence aujourd'hui. Le deuxième va être celui qui sera présenté demain. Et donc aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on revienne sur les grandes actions de cette année 2019. Alors les gens accusent 2019 comme si 2019 avait de problèmes, alors qu'une année n'est que la vitrine de ce que nous avons fait. 2019, qu'est-ce que 2019 nous a fait? Qu'est-ce qu'elle nous a apporté? Est-ce que nous avons capitalisé nos choix? On va le faire. Alors j'ai invité trois personnes. Ben, vous savez, la ponctualité, c'est vraiment pas les trucs de Congolais. Alors on va essayer avec le premier qui est déjà là, qui était bien arrivé d'ailleurs Jonathan, Maître Catherine de Jean-Claude. Il est le président de la ZADO. Maître Jean-Claude, comment allez-vous? Ça va. Vous êtes le premier parmi les trois invités que j'aurai aujourd'hui. Je pense que quand on atteint un certain niveau de responsabilité, il y a des choses qui deviennent automatiques. Parce que sans miser sur le temps, il est difficile d'avoir les progrès que nous souhaitons. Souvent, nous les Congolais, nous voulons avancer, mais avancer sans le temps, c'est pas possible. Est-ce que c'est pour ça aussi que nous donnons des délais que nous ne respectons pas, les calendriers électoraux n'a jamais été respecté, le mandat il est dit de 5 ans, mais parfois on peut aller à 7 ans. Est-ce que ce n'est pas finalement le reflet de ce que nous sommes en réalité? En fait, je ne pense pas que le problème soit le Congo. Le problème, c'est le Congolais lui-même. Et je pense que ce qui manque aux Congolais, en dépit du fait que beaucoup ont étudié, beaucoup ont des grands diplômes obtenus dans des grandes universités, il nous manque l'honnêteté, l'intégrité et la discipline. Et les trois sont importants pour qu'on vous respecte dans le monde. Pour que les gens qui sont autour de vous se rendent compte que vous êtes un leader. Et on ne peut pas assurer le leadership sans être un modèle en toute chose. Alors 2019 a été une année, on va dire, une mauvaise année, une bonne année. 2019, qu'est-ce que ça a été finalement? Je pense que je partage votre point de vue. L'année n'est que le reflet de ce que nous avons fait. Oui. Et si nous voulons faire le bilan de cette année, ça veut dire que nous allons faire le bilan de ce que nous, en tant que Congolais, nous avons fait. Donc, je pense personnellement que l'année 2019, c'était une année, pour moi, je dirais, de transition. Okay. Une année de transition, une année où nous attendions sur le plan politique que les nouvelles autorités donnent des indications claires de la direction que le pays allait prendre. Une année où sur le plan économique, nous pensions que les nouvelles autorités allaient donner des signaux qui rassurent les Congolais, qui rassurent les investisseurs, qui rassurent tout le monde. Et sur le plan social, on attendait aussi beaucoup de choses, notamment l'amélioration, tant soit peu, des conditions de vie des Congolais. Mais malheureusement, toutes ces choses ne sont pas encore au rendez-vous. C'est pour ça que nous disons que c'est une année de transition. Alors, vous pensez que la transition finira quand? Ou les choses seront effectives à partir de quel moment? Est-ce qu'en 2020, l'année de l'action, comme on aime toujours donner des slogans aux années, est-ce que vous le pensez? Je pense que tout dépend de nous. Tout dépend de nous. Mais est-ce que les Congolais que nous sommes prêts à passer à l'action? Et c'est de quelle action dont on parle? Parce que l'action, vous savez, quand vous menez une action, ça fait bouger les choses. Une action doit se faire en bougeant les choses. Est-ce que nous sommes prêts, nous les Congolais, à faire bouger les choses? En commençant par le président de la République lui-même. Est-il prêt à faire bouger les choses? A-t-il le courage suffisant pour faire bouger les choses? Voilà Mais les généralement, questions. quand on parle de courage, Maître Katene, on fait allusion à quoi exactement? Le courage, on fait allusion aux compétences naturelles, on fait allusion au courant politique, on fait allusion à l'école dans laquelle on a été, on fait allusion à la pression du peuple. C'est quoi le courage finalement pour en avoir?
Non, je pense que le courage, c'est la capacité de faire certaines choses qui pourraient aller même à l'encontre de nos propres intérêts ou des intérêts des personnes qui nous sont proches. Vous avez, je vous donne les cas pour moi qui est très simple, c'est le cas des 15 millions de dollars qui ont été détournés. Mais est-ce que les autorités politiques et judiciaires ont eu le courage nécessaire de dire, même si certaines personnes qui sont poursuivies dans ces dossiers sont proches à ceux qui sont au pouvoir, il faut agir conformément aux lois de la République. Est-ce que ce n'est pas la fixation finalement de cette affaire de 15 millions? Est-ce que les gens ont vraiment envie, véritablement envie de changer les choses ou nous regardons simplement d'un côté et nous refusons de regarder là où le vrai problème se trouve? Non, je pense que les gens n'ont pas envie de faire changer les choses. C'est ça le problème. Parce que dans une république, quand les gens sont poursuivis, il faut laisser à la justice faire son travail. Mais la justice aussi, compte tenu du contexte, doit prendre la mesure de la situation pour fixer les citoyens qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites sur certains dossiers importants. Et surtout quand ces dossiers entrent dans les indications qui donnent la direction qu'on est déterminé à faire changer les choses. Je crois que c'est ça. Mais pourquoi on ne parle pas beaucoup de 200 millions, de 300 millions et bon, les gens sont restés dans 15 millions. Est-ce que ce n'est pas le visage de Vital Kamerhe qui énerve? Non, je ne pense pas. Je pense personnellement que tous les dossiers qui touchent au détournement ont la même valeur. Nous travaillons sur les dossiers de 15 millions, comme nous travaillons aussi sur les dossiers de 200 millions d'euros. Et je pense que toute la nation devrait se tourner vers ces dossiers parce que nous estimons quand même que ce sont des dossiers symboliques, hein, des symboles qui peuvent nous démontrer si les autorités congolaises ont la volonté de faire changer les choses ou pas. Très bien. Alors nous recevons la deuxième personne, le deuxième invité, Jacques Ndala. Jacques Ndala, vous êtes cadre d'ensemble, on va dire. Alors, est-ce que vous avez déjà fait est-ce que vous êtes déjà effectivement cadre aussi du parti, le nouveau parti, je veux dire, Ensemble pour la République? Est-ce que vous êtes cadre là aussi? Bien évidemment. Donc, déjà qu'Ensemble pour le changement, c'était une méga plateforme, vous vous rappelez, une méga plateforme qui avait pour objectif de soutenir la candidature de M. Katumbi Tchapa Moïse à la présidentielle passée. Aujourd'hui, quand on se retrouve au niveau du parti politique, je crois que quand on est cadre, on reste cadre, on est dans une entreprise. Hein. Je crois que le terme cadre va aussi du cursus universitaire. Est-ce que vous continuez à être leader des jeunes ou vous pensez aujourd'hui être leader des grands? Non, mais attendez, je n'ai jamais dit que j'étais uniquement, c'est ça votre question, uniquement leader des jeunes. Non, jamais du tout. C'est quoi jeune? C'est quoi jeunesse? Je crois que c'est là la grande question. On est leader, on reste leader. Il y a la jeunesse, il y a l'enfance, il y a l'âge adulte, il y a la vieillesse. Donc tout ça, vous vous sentez écarté de la gestion du parti? Vous vous sentez relégué au niveau de la jeunesse et que vous n'êtes pas dans les grandes décisions politiques Pas du tout. Avec le statut d'Ensemble pour la République, déjà quand on est au niveau de la jeunesse, on est membre du bureau politique. Donc n'oubliez pas que la jeunesse et la Ligue des jeunes ou encore la jeunesse et la femme, ce sont des structures purement techniques et très très sensibles au niveau de... vous gérez la masse. Mais voilà. Vous ne gérez toujours pas dans la gestion, vous êtes toujours relégué à la conquête, mais pas à la gestion du pouvoir. Bon, je crois que c'est au fait au niveau de la gestion quotidienne de l'organisation et aussi au niveau de la gestion des ambitions de chacun des membres, n'est-ce pas? Mais au niveau d'Ensemble pour le changement, je crois qu'on a battu un grand travail et les jeunes ont été bien positionnés, même si vous voyez sur la liste de ceux qui ont été élus députés au niveau national et local, vous verrez que la jeunesse a été valablement représentée. Alors 2019 était une année de bonheur pour les Congolais ou une année de malheur pour les Congolais? Je dirais que c'était une année... bon, je vais être quand même
je vais décevoir certaines personnes, c'était une année de malheur, sincèrement, où le pays se retrouvait, la population se retrouvait dans une situation de confusion totale, où il y avait une seule personne qui reste, et d'ailleurs jusqu'à ce jour, un peu déifiée par ceux qui sont avec elle, où le Congolais avait les yeux braqués presque sur une seule personne, où tout tournait autour de l'individu. C'est vous qui avez accepté de le voir comme ça, vous politique. C'est vous qui nous disiez à l'époque que le problème du Congo c'est Kabila. Kabila doit partir. Martin Fayulu l'a dit hier, que le problème du Congo c'est la personne de Kabila. Donc il fallait que les gens le regardent lui. Mais c'est ce que j'ai dit. Vous avez induit le peuple en erreur. Pas du tout. Le peuple lui-même sait. Même si ce que nous disons nous, des fois vous nous écartez du peuple. Nous faisons partie de cette classe, Christian. Nous sommes peuple, nous sommes dans le peuple, nous sommes avec le peuple. Donc nous avons effectivement le privilège d'être devant les médias, d'y discuter, d'échanger, d'amener ce que le peuple pense auprès, n'est-ce pas, de vous en tant que médias. Donc je crois que le problème est vrai, il reste vrai et réel. Je crois qu'aujourd'hui les langues commencent à se délier. Je salue le pasteur Mukuna qui vient de rejoindre Moïse Katumbi à son retour au mois de mai, le 20 précisément de cette année, qui a dit clairement qu'on ne peut pas avoir dans un véhicule de conducteur. Donc aujourd'hui le pasteur Mukuna nous rejoint. Donc il faut voir les choses telles qu'elles sont, les dire clairement à haute voix. Vous avez posé une question à Maître Katende. C'est quoi les problèmes au niveau de la prise de décision? Je crois que c'était le courage. Ouais, le courage, c'est en termes de leadership. Vous voyez, aujourd'hui, il faut, quand on est un leader, on prend le risque. On est responsable. On dit, bon, ok. Vous savez, le Congo, il est très facile de le gérer quand on a l'opportunité de l'avoir entre ses mains. Il est très facile de faire les choses autrement. Il est très facile de faire des choses grandement. Il est très facile de faire des choses d'une manière spectaculaire. Alors, ils ont toujours dit ça. Non. Mobutu disait ça. Le Congo, on peut le redresser dans peu de temps. Il n'a toujours pas pu redresser le Congo. Mobutu a fait des grandes choses. Oui. Le seul péché de Mobutu, c'est de s'être considéré comme un petit dieu. Mais tout le monde fait ça. Non, pas tout le monde. Tout le monde finit par faire ça. Laurent Désiré Kabila protestait les chansons. Il s'est lui-même déifié. Joseph Kabila qui a commencé tous tes œufs, il est devenu après Dieu. Eh bien, aujourd'hui, Félix Tshisekedi, on tend vers sa bétonisation. Eh bien, alors on y va comme ça. Mais en même temps, c'est génial, Christian. C'est génial. Nous avons une histoire politique formidable. C'est-à-dire qu'avec Mobutu, avec M. Laurent Désiré Kabila, avec Joseph Kabila, aujourd'hui avec Félix Tshisekedi, donc nous avons des grandes leçons à tirer. Ce sont des exemples qui ne sont pas à suivre et une référence malheureusement triste et qui devait interpeller, n'est-ce pas, ceux qui auront l'opportunité de gérer ce pays demain. Alors, maître, à vous, là, je pose la question pour savoir, toujours dans le cadre du bilan de l'année 2019, aujourd'hui, le 30, il est, je crois, au moment où nous tournons cette émission, il est 11h, il pleuvait abondamment à Kinshasa, du moins ici. Mais la population a bravé la pluie parce que la population disait qu'il fallait que ça s'arrête, ce régime. Mais nous arrivons aux élections ce jour-là, il y a beaucoup d'irrégularités, vous le savez, des noms qui ne sont pas affichés, des candidats qu'on ne voit pas, les bureaux qui ne sont pas ouverts, il y a des câbles qui ne sont pas là, disons les ordinateurs ne fonctionnent pas. Bref, on a vu tout ce qu'on a pu voir, mais le peuple est quand même allé là-bas. Est-ce que c'était un ras-le-bol du peuple, mais qui était contredit par lui-même le peuple? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bon, avant d'en arriver, j'ai deux choses à dire sur ce que M. Ndala venait de dire. Je pense que aujourd'hui, tous les problèmes tournent autour de Kabila, mais Kabila ne s'est pas fait lui-même, ou tout seul. Il y a eu des gens qui ont contribué à fabriquer Kabila que nous avons aujourd'hui. Et j'en parle parce que M. Ndala, il est politicien et je pense que nous devons tirer des leçons. Nous devons tirer des leçons parce qu'aujourd'hui, dans leur parti politique comme dans d'autres, on voit plusieurs personnalités qui ont travaillé avec Kabila. Plusieurs personnalités qui ont travaillé avec Kabila, qui ont accepté un certain nombre de choses qui n'étaient pas bonnes, qui n'étaient pas conformes non plus à la démocratie. Et les conséquences, nous en avons aujourd'hui. Et il faut se féliciter du fait qu'à un moment donné, M. Moïse Katumbi Chapwe a eu, parmi plusieurs d'autres personnes, le courage de dénoncer le régime de M. Kabila. Donc, nous devons tirer des leçons de tout ça pour que, aujourd'hui, que M. Félix Tshisekedi est au pouvoir, qu'il n'y ait pas d'homme politique autour de lui qui l'appuie
dans le sens qui ne va pas dans l'intérêt de la Heureusement pour lui, population. il est contre cette déification. Il interdit à tout moment ses proches de le déifier. Il demande même à ses proches de lui faire des conseils. Mais la question elle n'est pas celle-là, maître. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut attendre que vos intérêts soient menacés pour quitter la barque ou vous devez prendre des décisions par rapport à l'idéologie qui va à la dérive? Alors, à un moment donné, on se pose la question, qu'est-ce que Moïse Katumbi reprochait à Kabila qu'il ne voyait pas quand ils ont commencé? Est-ce qu'il fallait faire l'université pour comprendre que Kabila était un dictateur? Est-ce qu'il fallait vraiment avoir autant de diplômes pour comprendre que le régime de Kabila était un régime compromissoire? Non, je pense que pour ce qui concerne M. Moïse, il faut dire qu'il a eu le courage de le faire. Beaucoup sont restés. Oui, mais quand les intérêts sont menacés, Oui, beaucoup mais- restent parce que leurs intérêts sont encore garantis. Non, mais vous savez... Monsieur Bati est parti lorsque ses intérêts étaient menacés. Non, Est-ce que c'est ça le problème je aujourd'hui? dis tout simplement pour Moïse que il était à l'époque dans une position telle que le PPRD avait besoin de lui. Il avait droit à tous les avantages. Et vous savez qu'il était l'homme dont M. Kabila avait énormément besoin. Le fait pour lui d'avoir pris cette décision de quitter la pirogue alors que tout allait encore très bien, c'est un acte de courage qu'il faut féliciter. Mais cela ne les blanchit pas en tout. Parce que si Kabila est arrivé à ce qu'il est aujourd'hui, il y a eu des gens qui l'ont accompagné. Il ne l'a pas fait tout seul. Très bien. Donc, je reviens à votre question pour dire que au 30 décembre 2018, c'est vrai, vous avez mentionné certaines irrégularités qui ont été constatées, mais le peuple en avait assez de Kabila et de son système. Mais nous sommes tous d'avis que les résultats des élections démontrent que l'opposition comme la société civile, on avait une stratégie plus tournée vers le départ de Kabila Que de son que système. de son système. Et la conséquence est là. Et beaucoup de gens ont mis l'accent sur le fait qu'il fallait voter le président de la République pour que Kabila parte. Mais nous avons oublié que notre système politique, il fallait non seulement avoir la présidence de la Mais République, aussi la majorité mais à aussi la l'Assemblée majorité à nationale. l'Assemblée nationale. Au point que dans certains bureaux de vote, si vous demandez à quelqu'un qui est votre candidat à président, on va vous dire, c'est soit Martin Fayoulou, soit Félix Tshisekedi. Beaucoup connaissaient leur candidat président. Mais beaucoup ne connaissaient pas les candidats députés pour qui ils devraient voter. Bon, on est arrivé à ce qui est là aujourd'hui. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le peuple? Je ne pense pas, parce que le pays n'est pas gouverné, le pays est bloqué. Alors, je reviendrai sur le blocage du pays. Vous avez été ce jour-là, je crois, dans l'un des bureaux, si possible. Moi, je l'avoue, je ne suis pas allé voter parce que je ne pouvais pas participer, parce que moi, je considérais comme une escroquerie électorale. Mais vous avez été certainement dans un bureau de vote, Jacques Ndala. Est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous avez remarqué vous-même? La population était contre Kabila. Est-ce qu'elle a traduit ça en acte, en votant pour un président, pour son député national, pour son député provincial? Est-ce que ça s'est passé comme ça? Je crois que déjà au départ, on n'a jamais eu des élections dans ce pays sérieusement. Hein. Mais vous participez dans tout le trois cycles. Il était important de participer à ce jeu et évidemment de mettre en place des mécanismes pouvant permettre mettre la pression. Okay. Parce que vous savez, les résultats même des élections du 30 décembre 2018 se sont avérés une manifestation, une moquerie pour le peuple congolais. Christian, aujourd'hui, il y a des choses qu'il faut faire, il y a des choses qu'il faut dire, il faut faire un bilan sérieux. Il faut que d'abord, malheureusement, on ne saura pas les faire parce que Kabila a encore une fois triché au niveau de la députation, au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau des assemblées provinciales. Et une tricherie, une honte incroyable
qui aujourd'hui donne raison à ceux qui pensent qu'évidemment, Kabila a mis en place une machine de maltraitance, de paupérisation de la population congolaise, une machine, une mafia pouvant lui permettre de régner, d'avoir la main surtout dans ce pays. Surtout, je dis tout sans exception. Christian, vous savez, bon, Maître Katende, pardon, disait tout à l'heure que bon, la société civile et évidemment l'opposition a beaucoup mis l'accent sur l'action de Kabila. Non, non, les Congolais ont voté en âme et conscience. Les Congolais ont voté pour le changement à tous les niveaux. Allez-y, vérifiez, vous allez voir. Jusqu'à ce jour. Mais la contradiction, c'est que les non. meilleurs élus de la ville de Kinshasa sont les élus du FCC. Et c'est incontestable, vous le savez. Un instant, soyons sérieux. Les élus du FCC qui sont allés devant le peuple, vous allez les citer, personne n'a fait campagne comme étant candidat FCC. Vérifiez. Oui, mais la fait, vérifiez. Les faits sont là. Les faits, c'est qu'ils sont allés avec... Il y a eu un mensonge. Mais alors, les résultats, c'est le même. On n'est pas sérieux dans ce qu'on fait. Mais justement. C'est ça. Donc, à un moment donné, on ne condamne pas le peuple. À un moment donné. C'est le système. Kabila ne voulait pas laisser les choses. C'est clair. Mais pourquoi vous, de l'opposition? La question est simple, M. Jacques Ndala. Si aujourd'hui, ce résultat, vous étiez favorable, qu'est-ce que vous alliez dire aujourd'hui? Est-ce que vous savez, est-ce que vous savez que l'UDPS allait prendre votre place et que l'UDPS allait aussi dire que Martin Fayulu était les dauphins, étaient préparés, Katumbi était venu jouer ces jeux-là? Est-ce que vous savez au moins que c'était comme ça que les gens allaient dire? Non, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas prophète, je ne sais pas savoir ce qui allait se passer. Mais moi, je pense que si le résultat des élections reflétait la vérité réellement des urnes, le peuple congolais allait se retrouver. Non, je parle de quelqu'un. La question est directe. Si c'était Fayulu qui était proclamé président de la République, vous pensez qu'on ne serait pas dans la même situation aujourd'hui? Des contestations? Oui, de contestations. Qui allait contester? Mais l'UDPS allait contester. Cache allait contester. Comment en êtes-vous si sûr? Mais c'est clair, non? Non, pas du tout. Vous étiez challenger, vous n'étiez pas allié. Pas du tout, on ne sait pas. Regardez bien, les élections de 2018, ce n'est pas seulement la Mouka qui a contesté. Allez-y, je ne vais pas entrer aujourd'hui dans cette polémique, même si c'est vrai, nous sommes en train de faire le bilan. Je ne vais pas vraiment... je trouve vraiment, si on y revient dans les détails, c'est de la bassesse. Parce que moi, aujourd'hui, en tant que leader politique, je prône l'avenir. Hein? Je me pose la question, oui, c'est vrai, on a connu cette situation, mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous aurons des élections prochainement. Je suis en train de voir ce que sera demain par rapport aux leçons, aux différentes leçons à tirer. Très bien. Ok, voilà, donc j'ai dit aujourd'hui, tout à l'heure, au début, je vous disais que Félix n'était pas président, il fallait la vérité des urnes. Après, on se dit, bon, voilà, il est là, il est déjà là, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Est-ce que vous ne pouvez pas capituler? Non. Est-ce que ce n'est pas ça aussi la faiblesse de l'opposition? Non. Capituler en moins d'une année. C'est pas capituler. Oui. C'est pas capituler. Je crois qu'aujourd'hui, nous nous sommes mis devant une évidence. Nous disons, ok, c'est vrai, Félix était avec nous. Félix est de l'opposition. Félix a combattu au niveau évidemment des réalités politiques. Je crois que Félix, sur terrain, qu'est-ce que je peux dire aujourd'hui, sur la crédibilité, n'est-ce pas, en tant que candidat qui représentait vraiment l'opposition, Félix avait tous les atouts. Vous vous rappellerez qu'Ensemble pour le changement, à Genève, avait carrément, Moïse, pas pris le courage de dire, niet, je ne suis pas d'accord, je préfère encore mon candidat Félix. Vous vous rappelez? Je parle ici, un instant. Quels sont les éléments J'en arrive. Votre point de vue? J'en arrive. Okay. Donc Moïse a pris le courage de dire niet, en sortant d'ailleurs, j'ai dit non, moi je n'échoue pas, je crois que je reste derrière Félix. C'est le président Félix qui dit clairement à Moïse, non, président Moïse, vous avez l'histoire. Si, on a vu ça. Est-ce qu'on peut avancer? Les changements, c'est Martin Fayulu. Donc qu'est-ce que vous voulez? C'est la question, je réponds tout à la question. Qu'est-ce que vous voulez qu'en ce moment-là que Moïse dise? Mais la réponse, elle est simple. Qu'est-ce qui a changé dans votre lutte ou disons dans votre manière de voir les choses pour qu'aujourd'hui vous acceptiez d'accompagner Félix? Non, on accompagne Félix. Bon, on est dans l'opposition républicaine. On le reconnaît parce que déjà au départ, c'était notre candidat, ok? Nous pensons qu'il incarne le changement à un certain moment donné. Alors, maître, vous avez un mot à dire, vous allez répliquer pour qu'on avance? Non, mais je pense que la chose sur laquelle je voudrais insister, et je le dis souvent, c'est le fait que quand j'observe l'opposition et la majorité, beaucoup plus les FCC semblent avoir un agenda sur lequel ils sont en train de travailler. Mais quand vous regardez les autres forces politiques, ce sont des forces réactionnaires.
en fait, qui réagissent à ce que le FCC est en train de faire. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, le FCC est en train de mettre un autre agenda en place pour 2023. Et, entre-temps, l'opposition n'a pas d'agenda connu. Alors, on va aller on va revenir hein, sur la question, mais dans le bilan, par exemple, 2019, il y a eu des catastrophes naturelles. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, il y a plus de 100 000 personnes qui vivent sous la Belle Étoile dans le Nord Ubangi. Il y a aujourd'hui plus de 1000 ou plus de 1000 personnes qui ont été tuées à l'est du pays depuis l'accession au pouvoir de Félix Tshisekedi. L'insécurité, elle est toujours là. La recrudescence, à tout moment, on apprend cela. Est-ce que vous pensez que toutes ces choses peignent un mauvais tableau d'un mauvais début d'un régime ou d'une administration fragile au départ? Non, je pense que... Ou c'est une transition, comme vous l'avez dit? Je pense que nous sommes dans une transition. Le président Félix a hérité d'un pays qui avait déjà trop de problèmes. Et je ne pense pas que pour quelqu'un qui n'avait jamais travaillé dans l'administration comme lui, que les choses soient faciles à aborder dès le départ. En même temps qu'il gouverne, en même temps il apprend à maîtriser la situation économique, la situation sociale, la situation politique du pays. Ce n'est pas facile, c'est pour ça que je disais que tout ce que nous aurions souhaité avoir du président de la République et du gouvernement aujourd'hui, ce sont des indications claires que nous allons dans la bonne direction. En fait, des bases qui permettent aux citoyens de comprendre et de croire que la direction vers laquelle on nous conduit est une direction sérieuse et surtout une direction de changement. Est-ce qu'il y a eu des évolutions? Pas de continuité. Est-ce qu'il y a eu des évolutions ou des améliorations dans ces conditions-là? Non, il faut comprendre par rapport, par exemple, à la question liée à l'insécurité, que nous sommes en train de continuer avec les mêmes méthodes qui étaient utilisées par le président Kabila. Lesquelles? Il faut de la réflexion, lesquelles aujourd'hui, toutes les stratégies de sécurisation de l'Est se basent sur notre armée. Mais cette armée, on continue avec elle presque dans la même configuration qu'à l'époque où le président Kabila était au pouvoir. Ça veut dire en d'autres termes que vous avez dans cette armée des généraux corrompus, connus de tous, des généraux qui sont très actifs dans l'exploitation des mines, des généraux qui s'adonnent à la vente d'armes et des généraux qui sont indexés pour violation grave des droits de l'homme. Mais est-ce que ces généraux qui sont indexés, cités dans le rapport, sont-ils concernés dans l'affaire de l'Est? Est-ce que ce sont eux qui travaillent pour le rétablissement de la paix à l'Est ou c'est d'autres généraux ou c'est une autre section? Non, il faut comprendre d'abord que l'armée, c'est un corps. Ça, c'est très important. Ceux qui sont à l'Est affectés pour les opérations de l'Est ne se séparent pas de l'ensemble de l'armée. Ceux qui sont à l'Est dépendent de tous ces généraux qui sont au sein de l'armée. Et aussi, pour crédibiliser cette armée vis-à-vis des citoyens, il faut qu'on voie qu'il y a des changements qui s'opèrent. Et quand nous parlions de courage, c'est notamment de prendre des décisions qui vont à l'encontre des intérêts de certaines personnes. Pourquoi? Il faut assurer ses arrières. Vous ne prenez pas vous ne prenez pas un courage dans un milieu que vous ne maîtrisez pas tout de suite. Je vous dis, mon cher Christian, que nous sommes dans un pays où quand vous préparez les progrès, il y a des gens qui préparent la régression. Et ces forces travaillent tous les jours pour que ce pays n'avance pas. Oui. Parce que si ce pays avance, la conséquence est que beaucoup vont perdre leurs intérêts. Il ne faut pas penser que la situation que nous vivons à l'est du pays n'a pas de personnes qui en tirent bénéfice. Il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup au niveau du Nord Kivu, il y en a beaucoup dans la sous-région, il y en a beaucoup au niveau international, mais aussi ici à Kinshasa. Très bien. Et donc, ces forces vont travailler pour que toutes les initiatives qui sont prises pour redresser la situation à l'Est ne puissent pas être effectives. Alors, Jacques Ndala, la sécurité,
parlons de ce secteur. Joseph Kabila part, laisse un bilan assez macabre, mais finalement, les bilans, on ne le saura jamais. On parle de 6 millions de morts, d'autres parlent de 8 millions de morts quand on comptabilise tout ce qui s'est passé à l'est du pays depuis que la famille Kabila était au pouvoir. Les clans. Oui, le clan, si vous voulez. Aujourd'hui, on est dans la même, pratiquement dans la même situation. M. Nyarambongo a dit que la situation s'amplifiait même, mais qu'il ne s'agissait pas de problème du Congo, mais plutôt l'héritage Kabila qui est un héritage douloureux. Est-ce que vous pensez que les méthodes de sécurité changent ou nous continuons avec les anciennes méthodes qui n'ont pas produit des choses? Non, mais déjà d'entre les jeux, votre question n'a pas été très, très bien posée. Vous dites Kabila parti, Kabila n'est pas parti, Christian. Christian, nous sommes dans un système C'est vous qui politique. le S'il dites. vous plaît. Non, Pas non, de non. problème. Mais écoutez, on est dans. C'est quoi nous sommes dans quel système politique? Oui. C'est mis. Présidentiel. Non, c'est mis parlementaire. parlementaire. Donc le Parlement. Et c'est une présidentielle aussi, bien évidemment. Non, non, mais il y a une confusion déjà au départ. Donc le Parlement a un rôle incontournable à jouer dans la gestion quotidienne de la chose publique dans notre pays, mon frère. Donc le président ne peut rien faire sans l'armée et sans son Parlement. Déjà, c'est l'autorité budgétaire. La sécurité, combien elle nous coûte? Tout à l'heure, vous posez une question, je crois que vous la posez expressement pour dire, bon, écoutez, ceux qui sont à Goma ou à l'est du pays, qui sont chargés des opérations, ce sont ceux qui sont... Mais attendez, heureusement, le maître Katende a été formidable en disant, mais l'armée, c'est un corps, c'est tout un corps qui dépend directement de la haute hiérarchie. J'ai dit directement. Le colonel Mamadou nous l'a démontré. Bouzamabé nous a fait la même chose. Et même Feu Baouma. Tous, ils vous disent que nous étions arrivés à la frontière pour entrer de l'autre côté. Nous avons réussi de reculer. C'était dit. Mais ça, justement, c'est des généraux qui sont concernés. Donc ça, c'est pas toute l'armée, non. Non, mais non, on vous dit que l'armée, c'est un corps. Justement, vous n'allez pas dire que la tête est concernée, mais les jambes dépendent de la tête, mon frère. Vous n'êtes pas assis sur votre tête. Vous êtes assis sur une partie de votre corps, pas votre tête. Non, mais c'est la tête qui commande. Bien évidemment, mais attendez, on parle de l'armée, vous dites le corps, on est bien d'accord. Mais est-ce que, ma question était simple, est-ce que tous les généraux sont-ils impliqués dans l'affaire de l'Est? C'est la question. Tous, sans exception, Okay. s'il faut le dire maintenant. Et je rappelle encore une fois que tous nos héros militaires, officiers généraux et supérieurs, qui ont combattu, qui sont allés au front pour réellement mettre de l'ordre, sont partis. Oui, exactement. Est-ce que ça, il faut un tableau avec un morceau de craie pour vous expliquer ces choses? Alors, dans ce cas-là, on est naïf. Je crois que Kabila a encore une mainmise au niveau de la gestion de notre armée. Et je crois qu'aujourd'hui, tout à l'heure, la question de l'introduction, je trouvais Maître en train de répondre, c'est qu'il faut que le président Félix prenne le courage. En faisant quoi exactement? On dit le courage, mais en faisant quoi exactement? Je crois qu'il a déjà pris assez de temps pour savoir qui est qui. Il a assez pris de temps, évidemment, s'il gère le pays. Parce que nous avons le service des renseignements militaires et renseignements civils. Il y a DEMIAP et l'ANER qui gèrent réellement ces services. Qui les gère réellement? Est-ce qu'il a un dossier? Est-ce qu'il a les rapports journaliers? Alors vous, en regardant les faits, vous vous dites quoi? A-t-il le contrôle ou il n'en a pas le contrôle? Je suis vraiment... Vous me connaissez, je suis très très clair et moi je vais droit au but, j'ai dit... Le Félix, au niveau de la sécurité, il contrôle encore rien du tout. Alors, quand on sait que Maître Katende, à l'est de la République, il y a eu je dirais, il y a eu à l'époque 11 000 personnes, Félix Tshisekedi ramène 21 000 personnes, il y a eu un changement au niveau de la chaîne du commandement et que la population avait applaudi, mais que la population regrettait certaines têtes qui restaient encore, mais on a dit que l'essentiel de l'équipe qui compose la chaîne de commandement avait été relevé de leurs fonctions. Oui, mais ce qui est vrai, c'est que les informations fournies par le président de la République lors de son discours sur l'état de la nation ne sont pas, comment je dirais, appuyées par les témoignages des terrains. Quand vous suivez beaucoup qui interviennent sur la question et qui vivent dans la région concernée par l'insécurité, c'est que les changements sont des changements sur papier, mais sur terrain, beaucoup de personnes n'ont pas été effectivement remplacées. Vous voyez, si vous avez 21 000 personnes de troupes, vous imaginez ce que ça représente pour une petite province comme le Nord Kivu. Est-ce que toutes ces personnes ont été remplacées? Est-ce que ce ne sont pas des chiffres qui ont été communiqués au chef de l'État? Avez-vous de preuves que rien n'a été fait?
Parce que c'est ça aussi le travail de la société civile. Non. Est-ce que vous avez été dans le problème? Est-ce que vous avez Non. vu le papier, les manifestes de Non. ces gens-là? Peut-être Non, ça aurait c'est nous ce aurait aidé. que je veux dire. Mm. En ce qui concerne les commandements, des changements ont été effectivement opérés. Mais quand vous avez certaines personnalités comme John Numbi qui sont envoyées dans cette région-là, et que, de par l'histoire de ce monsieur, il a toujours été impliqué dans les choses qui ne cadrent pas avec les respects des droits de l'homme, dans Ou les même la choses... démocratie, hein. Effectivement, je voulais dire les valeurs démocratiques. Quand même, on se pose des questions. Comment le président de la République, qui prône les valeurs de démocratie, qui prône les valeurs de respect des droits de l'homme, peut envoyer un tel général dans un endroit où il y a eu autant de violations des droits de l'homme? Est-ce que la Voyez? solution ne serait pas que le président puisse élever au haut niveau des généraux ou des colonels ou même des militaires qui ont fait preuve de moralité, qui ont fait preuve de combat, je veux dire, de dévouement et tout ça? Est-ce que ce ne serait pas un bon paradigme? Mais la question pour moi, c'est de dire, est-ce que M. Dionombi est-il irremplaçable? Par exemple, Est-ce qu'il n'y a pas d'autres généraux qui se sont distingués, mais qui n'avaient pas la bénédiction de Joseph Kabila à l'époque, aujourd'hui qu'on peut envoyer dans cette région-là? C'est ça le problème. est-ce qu'il ne faut, C'est pas comme- l'aval est-ce qu'il faut pas l'aval du Parlement? Parce que c'est vrai qu'il est le président, le commandant suprême, c'est lui la tête du Conseil supérieur militaire, mais est-ce que c'est indépendant Non, je pense que... en termes de loi? Est-ce que c'est indépendant? Non, je pense qu'il faut Oui. faire la différence entre la nomination des généraux et la responsabilité. permutation. D'accord. Ça, il peut le faire. C'est la nomination Qui qui, pose, est soumise aux concertations entre le président de la République Et le Parlement. et les membres du gouvernement. gouvernement, pardon. Les membres du gouvernement. Très bien. Donc, Alors, pour la permutation, je ne pense pas que le président de la République, peut-être par courtoisie ou par bonne éducation, mais il n'y a aucune obligation qui lui soit faite de pouvoir prendre un tel général qui est dans telle zone, l'amener dans une autre zone. Nous avons besoin des gens clean, des gens propres, dans une zone qui a connu autant de problèmes. Alors, Jacques Dalla, vous pensez que le président est incapable d'opérer ce choix-là? Ou il a des raisons que nous n'avons pas? Non, je ne peux pas dire qu'il est incapable. Vous savez, tout à l'heure, je disais, je passais ici dans une autre mission, j'ai dit que nous sommes dans une transition. Il faut considérer que nous sommes dans une transition et que le président Félix a hérité d'un chaos. Si je peux le dire ainsi, un chaos exprès. Donc il a trouvé une situation, une mise en place, une bombe à retardement, donc bien placée, avec des pièges, une configuration insoupçonnable, et qu'il lui faut du temps, même au niveau de l'armée, de la police, des services. Il faut qu'il prenne le temps, lui-même en tant que chef de l'État, commandant suprême de toutes ses forces, de pouvoir savoir, n'est-ce pas, comprendre, apprendre, c'est important, hein, qui est qui a fait quoi et qui a quelles compétences, à quel niveau, à quel moment. Alors, donc, je crois qu'il a une année, dès bientôt, c'est déjà bon en tant que... C'est suffisant hein, pour avoir l'image exacte, la configuration, comment le paradigme voilà, aussi. donc, s'informer et même avoir une équipe des instructeurs pour lui former des bons militaires. Voilà, c'est possible. Alors, on va terminer ces sujets de sécurité, ce dossier de sécurité, mais avec une petite note. À Brazzaville, nous avons encore des ex-phases. Au Zimbabwe, nous avons aussi des ex-phases. Et en Europe, on a aussi des militaires congolais, disons zaïrois, payés par les contribuables congolais qui ont eu des formations, ils ont qui ont fait des grandes académies. Des grandes académies. En tout cas, ils ont le niveau, les niveaux équivalents aux militaires de l'OTAN, aux militaires américains, ainsi de suite, mais qui sont partis en exil. Est-ce qu'aujourd'hui, un autre paradigme ne serait pas que le président puisse appeler ces gens-là, parce qu'ils sont hostiles à Kabila, et Kabila n'a jamais voulu le revoir, est-ce qu'il ne serait pas important aujourd'hui de les appeler, de faire un forum national sur l'armée, par exemple, et que ces gens-là disent exactement qu'est-ce qui s'est passé, parce que les gens disent que la mort de l'armée, c'est à l'entrée de l'AFDEL. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir là-dessus? Vous pensez que c'était un paradigme important? Bien évidemment, mais est-ce qu'ils ont des garanties des survies sécuritaires? Mais Christian, mais Baouma est parti. Mbunza Mabé, Ndala, et bien d'autres. Ndala est abattu lâchement. Ce sont ces grandes questions.
Est-ce qu'ils viendront, oui, c'est vrai, en tant qu'experts, pour savoir à quel moment est-ce que Félix a les mains libres pour le faire? Voilà. C'est notre Alors, question. c'est des grandes questions, maître. Vous pensez aussi Oui, mais qu'il y a la sécurité, Mais, la mais sécurité. il faut dire, est hein, garantie. je le disais tout à l'heure quand j'ai parlé d'agenda, la mort ou la destruction de l'armée congolaise était programmée par le Rwanda. Ouais. Et par les Par États-Unis, le parce que Rwanda, vous, oui, par le vous les Rwanda. disculpez, l'Amérique et la Belgique ont joué un rôle très important dans Non, la mise à mort de l'armée. je ne les disculpe pas. Oui, C'est vrai qu'il y a des commanditaires, oui. mais il y a des exécutants. Et nous voyons les exécutants. Vous voyez? Mais je pense qu'il faut avoir une vue globale. Mais c'est le Rwanda et l'Ouganda qui étaient les exécutants de ce projet. Et depuis l'AFDEL, tout le monde savait que l'armée congolaise, en dépit du fait qu'elle a eu des problèmes, elle fait en son sein des cadres bien formés. Et comme on l'a dit, le président Mobutu a investi énormément de fonds dans ces formations en fait, qui devaient bénéficier au Congo. Et dans la mort de l'armée, il faut dénoncer aussi la participation, la complicité de certains Congolais. La complicité de certains Congolais dont certains sont encore vivants. Et donc, il faut faire les choses de telle sorte que nous puissions penser à une armée qui soit vraiment une armée nationale, qui soit une armée totalement tournée vers les objectifs de la défense du pays. Et moi, je pense que la première chose, les militaires des forces armées zaïroises qui sont en exil aujourd'hui doivent en principe être sollicités par le président de la République pour qu'ils reviennent au pays parce qu'on a besoin d'eux et de leur expérience et qu'on prenne des mesures pour que ces personnes soient sécurisées. Est-ce qu'ils seront sécurisés? C'est ça Non. la grande question. Non, Est-ce qu'ils vivent bien en Europe? En tout cas, il y en a qui vivent bien en Europe, il y en a qui ont fait leur famille à Brazza ou en Zimbabwe. Non, Est-ce que vous les appelez pour mourir ici? Non, c'est pour ça que je parle de... Parce qu'ils détiennent des secrets importants. C'est pour ça que je faut des parle garanties. oui, c'est pour ça que je parle de sollicitation. C'est pourquoi je parle de sollicitation. Et dans la situation où nous sommes, vous-même, moi-même, M. Jacques Ndala et beaucoup de personnes, on est en danger tous les jours. Mais votre danger, il est... Peut-être vous avez maîtrisé les terrains. Non. Et ils sont coupés de toutes leurs sources. Non, les problèmes, c'est qu'à un moment donné, quand les intérêts de votre nation sont en jeu, il faut savoir prendre l'engagement de faire quelque chose. Très bien. Prendre le risque. Le risque. Alors, on va parler de santé. faire quelque chose. On va parler santé, vous voulez. Nous allons recevoir le prof Chilumbaï qui est venu. Là, en retard, on va quand même essayer de laisser la place pour que le prof puisse. Il va certainement tourner et prendre la place. Mais alors, bon, pas de problème, c'est indirect, vous allez aller. Alors, prof Chilumbaï, vous allez bien? Je vais bien, merci. Très bien. Alors, nous parlons de la santé, peut-être le bilan de la santé. Est-ce que vous avez fait la même analyse que moi? J'ai comme l'impression que les gens meurent de plus en plus au Congo. C'est tous les samedis, tous les dimanches que les gens meurent. Le taux de mortalité rivalise celui de la naissance, des natalités. On a comme l'impression qu'on ne maîtrise plus rien. Combien de gens naissent par jour, on ne sait pas. Combien meurent par jour, on ne sait pas. Dans quel type de pays sommes-nous en train de vivre, Jacques Ndala? Non mais Christian, je crois que je l'ai dit plusieurs fois, je crois que je vais le redire encore ce jour. Au fait, pendant les 18 années de règne de M. Kabila, aucun secteur n'a été épargné. Donc nous sommes dans une situation d'urgence à tous les niveaux, il faut le dire clairement. La question de savoir, Kabila, il n'avait pas besoin des compétences, il avait besoin des gens qui venaient lui faire des courbettes. Hein, tout est détruit. Vous savez, aujourd'hui, pour investir dans ce pays, vous avez les moyens pour l'investir, investissez dans les pompes funèbres. Ça rapporte beaucoup d'argent parce que Énormément d'argent. on m'a dit Vous que avez c'est les- 2000 dollars, On a 1500 privatisé- On a dollars. privatisé les cimetières. Vous avez une tombe d'un mètre sur 3, je pense, à 1500 dollars. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et les communes se sont transformées finalement en centre où les gens viennent pleurer, Voilà. des deuils, funérariums. Qu'est-ce qui se passe? Et tout le monde maintenant peut tout faire.
Donc les hôpitaux privés, vous avez des morgues privées, vous avez des salles, je ne sais pas moi, privées, et vous avez des cimetières privés. Qu'est-ce qui se passe? Alors, Où on est là? Ça, en fait, tout tourne autour de l'argent. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'était paupériser la population congolaise et pouvoir la dominer pour qu'elle soit manipulée si facilement. Alors, et ça n'a rien épargné, même pas la santé. Maître Katende, la question elle est simple. Hein. Cette question de la santé, aujourd'hui, on a comme l'impression que le bilan, il est macabre, le bilan de la santé depuis cette décennie, on va dire, de Kabila, 16 ans, 18 ans, et même l'un an de Fachi. On va dire que la santé, il n'y a pas de changement du tout. Les hôpitaux sont toujours de mouroirs. On investit plus dans les morgues que dans les salles d'urgence. Je suis allé dans les morgues, j'ai vu que les morgues étaient très bien frigorifiées, il y avait tout. Mais là où on doit faire pour que les gens n'aillent pas à la morgue, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien du tout. Est-ce qu'on investit dans le mort? Je pense que si on veut avoir l'image de la santé en République démocratique du Congo, il faut visiter les hôpitaux de référence. Parce que c'est dans les hôpitaux de référence où les petits citoyens peuvent aller se faire soigner. Et j'ai eu l'occasion, il y a 2 ans, de visiter quelqu'un à l'hôpital Mama Yemo, ici à Kinshasa. Mais j'avais des larmes aux yeux. Parce que je ne peux pas m'imaginer que nous ayons des autorités qui permettent à ce que leurs propres concitoyens aillent se faire soigner dans des endroits où vous allez contracter la maladie. Quand vous allez à l'hôpital Mama Emo, il y a des pavillons où la saleté est répandue presque partout. Cohabite avec les malades. Oui. Comment on peut accepter que ses propres concitoyens, les gens qui vous ont élus entre guillemets, vos électeurs, on va dire, oui, aillent se faire soigner dans un endroit comme ça? Alors, ça n'a pas de nom. Je vais aller loin pour dire que aujourd'hui, se faire soigner, c'est un luxe. C'est un luxe. Et surtout, ceux qui ont la possibilité d'aller se faire soigner dans les hôpitaux privés. Et plus loin, aujourd'hui, quand vous allez dans beaucoup de laboratoires, vous allez voir que les agents qui y sont ont une inconscience maladive. Au point que certains résultats qui sont produits dans ces laboratoires ne correspondent pas au tableau du malade. Il y a même des résultats qui sont inventés par des agents. simplement parce qu'ils veulent vous faire des choses. Oui, tout simplement Ils parce veulent vous rançonner. ils veulent vous rançonner, ils veulent garder l'argent sans avoir travaillé. Je reviens à vous, Maître Katende, Prof Chulumbaï. À Massina, vers l'aéroport, il y a un hôpital qui est réputé où les femmes ne mettent jamais au monde normalement. C'est forcément de césarienne. Et c'est enregistré, les médecins le savent, que même si votre femme est dans des bonnes conditions, on va prétexter qu'elle a un problème, on va le garder parce qu'elle doit payer l'argent. Et quand vous regardez cet hôpital, le médecin de cet hôpital est un médecin de l'hôpital général, malheureusement. Et donc, il amène tous les malades de l'hôpital général à sa petite clinique privée parce qu'il veut simplement prendre l'argent. Alors, vous, en tant que prof, mais aux Congolais aussi, est-ce que vous pensez que nous avons quitté l'étape du citoyen qui est patient au citoyen qui est client? Non, je suis entendu, je crois, pas de micro. Non, si, vous êtes entendu parce que vous êtes porté par tous les autres micros qui sont là. C'est déplorable. J'ai lu un rapport. Je rappelle que vous êtes député, député provincial et aussi professeur d'université. J'ai lu un rapport, je crois, d'une ONG de lutte contre la corruption qui indiquait que ce domaine, en RDC particulièrement, est le plus corrompu. J'en ai des preuves, c'est pas seulement dans cet hôpital de Massina, d'aller aux cliniques universitaires sur 10 naissances, 8 au moins c'est par césarienne. Et la situation elle est générale comme ça? Elle est générale, moi qui ne suis pas spécialiste, je commençais à croire que c'était une épidémie ou peut-être... L'épidémie de la césarienne. De changement climatique et autres. Mais si on se réalise que c'est une
technique pour s'enrichir. C'est vrai, moi je payais par 2 fois 1500 $ pour une maternité dans un établissement d'une université où je travaille à une université publique alors que je suis supposé être en partie exonéré. J'imagine le citoyen lambda, celui qui irait là sans aucune relation avec cet établissement, qu'est-ce qu'il peut en faire? Non, c'est quand même suffisamment drôle. J'ai vu que le président a insisté sur, sur la santé. Sur la question sur la santé. Il faut que ça change le plus rapidement possible. Mais comment nous sommes arrivés là, maître, vous allez dans prof? les grands hôpitaux que nous avons, que ce soit, je n'ai pas une très grande habitude avec les cliniques Galema. Je connais un peu Mama Yemou, clinique universitaire. Vous verrez que tout médecin que vous rencontrez vous fixe rendez-vous dans un cabinet privé. Oui. Dans la cité. Ouais. C'est ça de la corruption. Mais c'est connu de tous, mais pourquoi on n'agit pas? Pourquoi on n'agissait pas depuis 18 ans? Vous êtes allé, j'arrive, lorsque j'étais dans mon fief là-bas, j'ai acheté de matelas, une vingtaine de matelas de très bonne qualité, de Complast, orthopédiques. Je vous en ferai la facture en tout cas. Pour aller offrir à un hôpital public pourtant. Je constatais qu'il n'y avait aucun matelas sur les lits. Alors, je me demandais, mais dans quel pays nous vivons? Et moi, je construis un petit centre d'une dizaine de lits, personnel dans un village. Je l'ai équipé un peu. J'ai vu que quelques temps après, la zone de santé m'a envoyé 3 ou 4 matelas. Chez moi, là, il y en a. Mais d'où ça venait là, il n'y a rien dans l'hôpital. Mais curieusement, lorsque dans la même cité, la nuit, je devais dormir chez un travailleur de l'hôpital, je trouvais qu'il y avait non seulement de beaux matelas de l'hôpital sur ces lits, mais aussi d'autres stockés. C'est tout ça des problèmes sur lesquels il faut rapidement se pencher. Mais comment on arrive à ce point? La question, elle est celle-là. On y est arrivé parce que l'absence de l'État était manifeste. Nous avons passé pas 18 ans, les gens oublient vite. Là, dès l'an venant, il faut dire aussi qu'il n'y avait plus d'État. Hein. Ça datait de longtemps, depuis les années 85. Il n'y avait plus rien qui marchait dans l'État, que ce soit l'école, que ce soit bien sûr que c'était déjà une énergie qui allait disparaissant. Alors, nous avons passé pratiquement 40 ans d'absence de l'État. Et maintenant, il faut dire que quoi que l'on fasse, la visibilité sera à peine manifestée. Mais est-ce qu'on ne peut pas d'abord arrêter cette barbarie-là, d'abord, cette commercialisation de la santé, parce qu'on ne s'enrichit pas avec, sur la maladie des gens? Le chef de l'État l'a dit récemment. J'ai dit que ce n'est pas la santé, tous les secteurs de la vie humaine, Jacques Ndala vient de le dire, sont sulfureusement infectés. Ce n'est pas seulement la santé. Aller dans la magistrature, moi j'ai ce malheur aussi d'être de ce monde-là. Lorsque vous serez dans la magistrature, vous vous dites, mais il n'y a aucun autre domaine qui est aussi détruit que celui-là. Alors on reviendra parce que ce sera le dernier sujet, la justice, mais là au niveau de la santé d'abord. On parle de la vente, de points, tout ça. Maintenant aujourd'hui, vous voyez, il y a des universités dans tous les coins de rue ici. J'ai vu dernièrement une qui s'appellerait Université Félix-Antoine Tshisekedi. Et tout de suite, elle s'ouvrait, elle avait une faculté de droit qui organisait des grandes conférences. Et puis il y aura des avocats qui vont faire des débats à la télévision. Comme des marabouts. Mais ce qui est dangereux, c'est nous qui encourageons tout ça. Parce que ces gens vont acheter des relevés de côtes à Massina, Capella, tout ça. Et puis ils peuvent les acheter en une année. En troisième année, le ministre vous écrira pour des inscriptions spéciales. Vous les trouverez à l'université de Kinshasa. Mais pourquoi porte-t-il le nom de président de la République? Donc, c'est le bloc global de ce que le président qualifie de corruption. Tout cela veut que l'on ait un système efficace qui combatte cette situation. Alors parlons de remèdes maintenant. On va terminer. Il y a notre débat sur la justice. Le remède, c'est quoi, prof Chilumbaï? Comment faire pour arrêter d'abord dans le secteur de la santé? Comment faire? Est-ce qu'il faut socialiser, si je dois le dire comme ça, le médecin? Est-ce qu'il faut le mécaniser? Est-ce qu'il faut la formation? Parce qu'aujourd'hui, il y a un rapport, hein, c'est le rapport de, je crois, d'une ONG, que je ne citerai pas les noms. Bon, l'ONG pense que 90%, disons, il dit 80% de morts sont liées aux erreurs médicales. Il dit, c'est les erreurs médicales, ça n'a rien à voir avec des morts vraiment, c'est des erreurs médicales. Chez nous ici, je crois qu'il s'est même trompé, ça peut être 90%. Ouais, en fait, c'est des erreurs médicales. Mais aussi des erreurs médicales, pas seulement du fait de la technicité du personnel soignant, et du non-équipement. Vous connaissez le professeur Bassoué. Oui, bien évidemment. Il est décédé lorsqu'il attendait
malheureusement, pendant 4 heures du temps, un bus qui pouvait, ou une ambulance qui pouvait l'amener là où il subirait une intervention. Et, ça n'a pas Et été. beaucoup sont morts comme ça, dans des Il conditions était pareilles. là, il voyait lui-même, il parlait, il se voyait en train de mourir. Il n'y avait rien à faire parce que c'était ici à Kikwit. Et dites-vous, loin de là où il n'y a même pas une route, ça peut être commencé. C'est ça un peu la situation. Mais moi, je me dis que la solution, c'est avant tout la sanction, la rigueur dans ce qu'on fait. Il y a un grand laisser-aller dont le président actuel a hérité. Je crois qu'on ne peut rien faire si on n'indigue pas net ces pratiques-là avant de faire autre chose. Il faut du courage, donc. Parce qu'il faut un très grand courage, parce que ceux qui vous combattent lorsque vous décidez de mettre fin aux universités, d'arrêter le commerce dans les universités, d'arrêter le commerce dans le secteur de la santé, d'arrêter le commerce dans la magistrature, ceux qui vous combattent peuvent vous étonner que ce soit toute la République qui est contre vous. Alors, Maître Katende, on va terminer la question de la santé. Maître, qu'est-ce qu'il faut faire finalement? Mettre tous les médecins en prison? Est-ce que leur retirer le diplôme? Est-ce qu'il faudrait aller en amont, bien coter nos étudiants qui finissent à l'université? Parce qu'à Kinshasa, en première année gradua, vous êtes déjà docteur, on vous dit que vous êtes docteur, et vous continuez comme ça. Qu'est-ce qu'il faut exactement faire pour arrêter ça? Je pense que les professeurs venaient de le dire. Il faut la sanction. Mais sanctionner qui? Vous allez commencer par où pour sanctionner les gens? La sanction a été absente. Okay. Il y a aujourd'hui des médecins qui se sont compromis, mais qui ont été protégés quelque part et qui n'ont jamais été sanctionnés. Il faut commencer par là. Il faut qu'on sente qu'il y a quelque chose qui bouge. Voyez-vous? Et ça, c'est dans tous les secteurs. Il faut qu'on sente qu'il y a quelque chose qui bouge. Ça, c'est important. Alors, et je pense que la sanction, si par exemple, vous avez des grands médecins qui s'étaient compromis et les dossiers sont transmis en justice et ils sont sanctionnés, je pense que ça va interpeller beaucoup de gens. Alors, mais sinon, on va être dans une situation où tout le monde dit « rien ne m'arrivera » et donc on continue. Jacques Ndala, je suis allé à l'hôpital de Mamayemo, j'ai passé 4 heures, mais l'argent que j'ai moi personnellement entendu parler, on parlait déjà de pratiquement 6 millions de francs congolais pendant cette petite période de 4 heures seulement. Ah oui. Il y a des factures de 700 000, 800 000 que les malades payent, et à un moment donné, l'hôpital se transforme en prison, on arrête des gens. Félix Tshisekedi, président, vient de libérer un d'entre eux qui était arrêté à l'hôpital, bloqué à l'hôpital. Vous prenez quelqu'un, vous le gardez à l'hôpital, il n'a pas de frais, plus de 4 mois, il met au monde le petit enfant qui naît est prisonnier à l'hôpital. Alors on se pose la question, mais à un moment donné, c'est quoi le caractère social même de cet hôpital-là? Par où on doit commencer? Je crois que, comme maître Katende, le professeur a tout dit, mais je crois qu'il faut partir d'un constat. Le constat, nous le faisons aujourd'hui. C'est ça les malheurs d'un pays. On est sérieux pendant qu'on parle. Lui-même, le ministre de la Santé peut tomber sur cette image. Mais il va la suivre comme si c'était une série télévisée, qu'il va tout de suite zapper. Il va avoir l'impression qu'on s'attaque à lui. On parle de notre pays. Nous parlons de nous parlons de notre santé à nous. De la santé de nos enfants. parce qu'on peut tomber ici. Ben voilà. Quelqu'un peut tomber Donc, ici. je Le temps crois qu'on vienne vous donner le premier... On ne s'attaque à personne. Le premier soir, vous nous êtes mort. parlons de notre pays. Ce sont des choses qui sont insupportables, Christian Bossembe. Il faut commencer par faire un état des lieux. De la santé. Tout à fait, un état des lieux. Pas de la santé, dans tous les secteurs. Ah, dans tous les secteurs. Malheureusement, oui. Il faut faire vraiment un état de lieu, passer par des réformes. Qui? C'est possible de le faire. Les médecins ont leur... Comment on appelle ça? Leur ordre, l'ordre national de médecins. Existe. Les magistrats ont leur... Il y a un corps. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas s'asseoir? Le professeur parle de 40 ans. Moi, j'ai toujours dit 60 ans. Après 60 ans d'indépendance, est-ce qu'on ne peut pas s'arrêter une minute? Est-ce qu'on ne peut pas s'arrêter? À un moment donné, on s'arrête, on dit, bon, nous sommes le seul pays. Je vais insister sur cet aspect des choses. Quand vous arrivez dans la capitale, vous entrez par la frontière, l'aéroport international. Non, ça c'est le parking national. Non, l'aéroport international. Oui. J'ai fait le tour d'Afrique et du monde. L'unique pays où, quand vous empruntez la voie pour arriver, vous allez vers le centre-ville, vous voyez la misère. Elle est là, étalée. C'est-à-dire, on fait de la publicité de la misère ici. Le seul pays au monde. C'est du jamais vu. C'est incroyable. Et tous les jours, vous avez ces mêmes responsables, ces mêmes ministres, ces mêmes présidents qui traversent cette grande cité.
vous quittez l'aéroport vers Limité, mais c'est catastrophique. Alors, Est-ce qu'on ne voit pas ça, Mm. Christian? Est-ce qu'on ne voit pas ça? Vous parlez de la santé. Mais moi, je prends directement, tout de suite, je prends Kimopeto. Est-ce que ça ne fait pas partie de la santé? Ben justement, ce sont les déterminants de la Vous avez santé. vu dans quelles conditions Kinshasa se trouve aujourd'hui? Mais pendant ce temps, vous avez un grand projet de célébrer l'alternance avec 60 millions. Est-ce que 6 millions, je veux 6 dire. millions, s'il vous plaît, Ouais. ne peuvent pas être affectés, ne fût-ce qu'à l'assainissement de la ville de Kinshasa? Très bien. Alors, on a terminé finalement, parce que là, il nous reste plus que 20 minutes pour terminer cette émission. Parlons santé, pardon, justice, si le temps va nous permettre de le dire. Professeur, je reviens à vous. Vous êtes avocat, vous êtes, comme on dit, partenaire hein, de la justice. C'est depuis 60 ans, si vous voulez 59 ans, ou depuis un certain temps, que l'avocat a perdu sa valeur. Aujourd'hui, les juges peuvent déjà dire à votre client, maître là, que Lukangai, tika ba avocat na malbazo le bébé belé wana Lukangai pour la décision na Simba. Et nous sommes là en train de vivre dans cette situation-là depuis un certain temps. Qu'est-ce qui ne marche pas au niveau de la justice? Non, mais j'ai suivi quelqu'un qui disait, bon, si vous allez en RDC, le sale boulot, c'est d'être avocat. Parce que vous allez lire des livres, vous allez raconter vos choses, peut-être que vous les dites en aval, le jugement lui il existe déjà, alors ça ne change rien. En fait, si c'est pour le barreau, je suis partisan de la doctrine du barreau de la Gombe qui consiste à recruter de manière très sélective ces avocats parce que parfois on se demande pourquoi cette discrimination, pourquoi, bon écoutez, et ils vous disent, nous prenons 3 universités, des universités traditionnelles, l'Inikin, l'Indilou et l'Inikis. Bon, on se demande, est-ce qu'à l'UPC, on n'enseigne pas? Est-ce que... Oui, on enseigne partout là. Mais comment on ferait la différence entre l'UPC et l'Université King London? Parce que c'est tenu par des privés, et on ne sait pas. Et c'est qu'il y a de très grave. Lorsque vous allez dans toutes ces universités-là, vous trouverez tous nos noms ici sur les charges horaires affichées. Et qu'il y en a même qui ont obtenu l'autorisation d'organiser des doctorats, et c'est très grave, c'est catastrophique. Alors, nous avons été envahis de la manière que vous ne pouvez pas imaginer. Le barreau, c'est cela. Ceux qui viennent pour l'argent comme commissionnaires sont plus nombreux que ceux qui viennent pour accompagner la justice. Et ça ne peut que poser problème. Dans cette hypothèse où désormais que tu refuseras toi d'être le commissionnaire des juges, comme tu le dis là par exemple, si c'est vrai, ceux qui sont là pour le faire sont très nombreux. Et c'est comme ça que parfois vous voyez des gens... Il y a des juges qui seraient même en train de conseiller aux clients des avocats. Et ici, tu veux que ton affaire qui est bien, monaillé. Bien sûr que oui. Bon, en fait, Il y a des coalitions. Des coalitions des avocats et des magistrats. Le système, il est, je crois, l'un des plus pourris de notre existence. Vous l'avez suivi ici. Et aujourd'hui, je vois lorsque j'arrive à Brazzaville, si vous trouvez un enfant qui a fini les humanités, il a son bac, c'est un homme avec qui vous pouvez échanger. C'est vraiment un intellectuel. Si quelqu'un vous dit j'ai fini mon bac, c'est pas seulement Brazzaville, tous ces petits pays qui nous entourent. Mais lorsque vous venez à Kinshasa, vous êtes en face de quelqu'un qui vous dit je viens de finir ma licence, il faut commencer par poser des questions dans quelle université, bon, dans quelle faculté, parce que le crédit que vous avez besoin de lui accorder commence à dépendre de tous ces paramètres-là. Finalement, vous vous direz, bon, mais lui a étudié ici. Tout ça, ça nous pose problème. Donc, la justice ne va pas fonctionner tant que cela fonctionne de cette façon-là du côté des partenaires ou des auxiliaires de la justice, mais aussi du côté de l'appareil judiciaire lui-même. Lorsque vous avez, parce qu'on a l'habitude de croire que le Congo c'est Kinshasa. Si quelque chose s'améliore un peu à Kinshasa, on pense que ça va bien au Congo. Non, c'est 1% du territoire national. Allez voir dans quelles conditions les magistrats ont été placés. Ils sont confinés dans un petit bureau, ils sont 25 ans, tout ça. Mais quel temps il a de réfléchir sur ce qu'on lui a dit pour rendre un jugement cohérent? Je reviens à vous, professeur. Maître Katende, vous êtes avocat depuis bien longtemps. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'on peut dire que notre justice fonctionne, notre appareil judiciaire fonctionne? Tenez, moi, je suis allé à Bikoro, par exemple, où j'ai vu un magistrat en fait, qui ressemblait à un magistrat. Et on m'a amené dans un bureau en disant que c'était le bureau, c'était le parquet. Alors, franchement, ça ne représentait rien du tout un parquet. Et le magistrat l'ouvrait à la demande d'un client, s'il arrive. Alors, je me pose la question, dans ces conditions-là,
Si à Kin, vous avez ces bâtiments, et à Iboko, à Ngandanga, où vous trouvez un petit parquet, on dit, dans du Japon. C'est comme si on avait le même appareil judiciaire dans du Japon. Alors, comment vous allez rendre une justice dans ces conditions-là? Je pense que, pour moi, il faut se questionner d'abord sur l'homme congolais. Est-ce que le magistrat et l'avocat congolais connaissent la valeur de la justice? C'est quoi la justice? En fait, aujourd'hui, on a affaire à des commerçants, du côté des avocats comme du côté des magistrats. En fait, des hommes et des femmes qui sont là pour se faire de l'argent, pour avoir des maisons, pour avoir des véhicules. Donc, on a perdu tous les sens de la justice. Moi, quand j'étais à l'université, un de nos professeurs me disait toujours qu'un magistrat n'a pas besoin d'être riche. Il a besoin de mener une vie modeste. Mais vous avez des magistrats qui courent derrière les maisons, qui courent derrière les véhicules. C'est la même chose aussi pour les avocats. Alors comment faire pour arrêter ça? Et dans ces conditions-là, comment voulez-vous que notre justice puisse fonctionner? Alors, Mais j'ajoute un élément important, allez-y. c'est que la justice aussi est l'image des institutions politiques que nous avons. Qu'est-ce que les autorités politiques veulent de la justice? Quelle est la valeur qu'on donne à la justice? Ou dans quel oui. Et vous allez voir que pendant tout le temps où Kabila est resté au pouvoir, la justice était tout simplement un instrument qui devait leur permettre de réaliser leur vision, de clochardiser tous les Congolais. Sans être inquiété. Sans être inquiété. Alors vous allez garder la parole pour la fin, c'est-à-dire donner des remèdes. Jacques Ndala, aujourd'hui, rencontrer un magistrat, c'est rencontrer la mort, en fait. Si vous rencontrez un magistrat, vous ne partez pas comme vous êtes arrivé. En fait, vous devez laisser l'argent. Même pour un petit rien, vous devez laisser l'argent. Je ne sais pas comment ça se passe, mais n'importe qui peut être arrêté, n'importe où, n'importe comment, si le magistrat le veut et comme il l'entend. Pourtant, la Bible dit, si vous êtes chrétien, bien évidemment, qu'un État ne s'élève que par la justice. Est-ce que vous pensez que l'appareil judiciaire tel que nous l'avons ici peut nous aider à nous développer, ou vous pensez que ça peut nous aider simplement à nous clochardiser? Je crois que les experts en ont tellement parlé. Je vais quand même aborder... Un regard d'un je citoyen. vais parler comme un citoyen congolais lambda. Vous savez, malheureusement, ça va revenir... la question va revenir au niveau politique. Vous savez, nous avons connu dans ce pays un système de gestion, une mafia, voilà. C'est une mafia d'État. Vous savez qu'il y a un gourou, il y a un petit dieu qui contrôle tout. Vous vous rappellerez à l'époque de Mzee qui avait suspendu une série de 500 magistrats. 500 magistrats pour des raisons. Est-ce qu'il y avait des enquêtes? Qu'est-ce qu'on leur a... Qu'est-ce qu'il a... On a appris que c'était des gens qui refusaient de faire allégeance à la Kabylie. Mais après, nous, des bons magistrats. Tout à fait. Mais après, nous-mêmes, les justiciables, quelle était notre réaction? Est-ce qu'on ne passe pas tout le temps dans les médias pour dire, voilà, l'autre a été suspendu parce qu'il n'était pas correct? Mais aujourd'hui, vous dites, bon, ils ont été suspendus parce que... Non, pas tous. Hein. Non, nous discutons sur... Mais lui, là, il a été sanctionné vraiment pour de vrai. Celui-là, okay. Seulement lui, il était sur les autres, c'était pour autre chose. 499... Oui. Mais lui, en tout cas, parce qu'il a prouvé avec les temps que c'était les raisons pour lesquelles on avait chassé. Mais tout, évidemment, de la politique. Okay. On ne nous a pas aidés. On n'a pas aidé ces pays. Donc, tout ce que nous vivons aujourd'hui, je crois qu'il faut j'insiste, il faut s'arrêter. Il faut des réformes. Hein, il faut que le président Félix, magistrat suprême aujourd'hui, prenne le courage, mette son leadership en jeu. Ce n'est pas impossible. Vous avez les magistrats, je prends l'exemple à Kisangani, vous les réunissez dans une salle, dit on va essayer de faire un petit concours. Il faut décider. Mais oui, on va faire un concours. Même les avocats. Vous les mettez dans... Écoutez, Barreau, je ne sais pas moi, des chillings, ils venaient un peu ici. Mais Tambo Mamba dit qu'il y avait des sociologues comme des juges. C'est Tambo Mamba, ministre de Justice. Il a dit qu'il s'est retrouvé... C'est grave. Mais bon, je comprends ça. Mais il dit qu'il s'est retrouvé dans une situation où il y avait des sociologues, des maçons, qui sont devenus finalement des juges. Alors imaginez... Non, c'est pas... Vous l'avez dit tout à l'heure. C'est le manque de sérieux. Écoutez, Christian, quelqu'un qui commence, vous l'avez dit tout à l'heure, peut-être sans faire attention. Souvent, on dit des choses sans vraiment faire attention. Vous dites quelqu'un
quelqu'un qui est en première ligne gradue, on l'appelle jamais. Oui, bien sûr. Vous entrez Chez nous, en GM, droit, c'est maître. Comment vous dites préparatoire à l'ISTA, vous êtes ingénieur. Ingénieur, déjà. Alors, quelqu'un comme cela, c'est la bassesse, la légèreté. Qu'il faut changer, C'est triste. finalement. Il faut faire un état des lieux, il faut s'arrêter, se poser des questions et dire, bon, nous allons partir sur quelle base? Très bien. Alors, maître, on va terminer. Par où le président Félix Tshisekedi doit commencer pour redresser la justice? Mais qu'est-ce que vous avez suivi dernièrement? Vous citez le président Tambou Mwamba. Il était au ministère de la Justice, il a diligenté une enquête. Nos informations donnaient ou faisaient état de plus de 2000 cas de fraude de personnes sans diplôme qui sont dans ce corps-là. Et la suite, il ne l'a pas donné. Ça, c'est un problème. Si vous regardez aujourd'hui, comparer les tribunaux de commerce à d'autres systèmes judiciaires de notre pays, vous remarquerez la très grande différence lorsque vous lisez un jugement d'un tribunal de commerce et un jugement de juridiction d'ordre judiciaire. Vous verrez que les juges du commerce ont désormais pris la mesure des choses parce qu'ils savent qu'il y a éventualité d'une censure sérieuse, notamment la cassation qui se trouve à Abidjan, où le ministre, ou le premier ministre, ou le chef d'État ne prendrait pas son téléphone pour appeler les juges communautaires qui sont à Abidjan. C'est comme ça que lorsque vous trouvez un juge de commerce, quel que soit ce qu'ils peuvent faire, ils ont quand même cette hauteur de dire je rends un jugement qui peut subir une censure humiliante au niveau d'Abidjan là-bas. Je crois qu'il faudra conjuguer l'effort que dans bien des systèmes, dans bien de pratiques judiciaires de notre pays, qu'on aille peut-être vers les systèmes communautaires, qu'on ait de juridiction. Est-ce qu'il faut une école supérieure de magistrature pour former en amont? Non, le problème que nous avons ici, c'est que ce que nous déplorons au tripé, on le déplore à la Cour constitutionnelle, on le déplore à la Cour de cassation. Il paraît que vous ne respectez même pas le délai de temps. On dit 8 jours, le jugement est rendu après, tout ça. À qui on peut placer confiance. En ce qui concerne les questions d'argent, regardez un peu, pour enrôler une cause dans nos juridictions ici, les demandeurs ne dépensent pas moins de 80 $ américains. Là, on vous dit que la justice est gratuite. Mais cet argent va où? Ça va dans la poche du greffe, du chef de la juridiction. Mais le danger, c'est quoi? Pourquoi est-ce que le ministère de la Justice, par exemple, ne peut pas organiser que toutes ces flux, plutôt toutes ces masses monétaires, convergent vers un compte public qui les reçoit, afin de tenter d'améliorer, par exemple, le fonctionnement de la magistrature. Parce que là où ça pose problème, c'est que théoriquement, la justice est gratuite. Maintenant, tout exploit que vous pouvez diligenter est payant, et pas moins de 50 $. Dans une même cause, vous verrez que l'ensemble des procédures initiées par les parties, quelle que soit l'importance de la cause, amène toujours à des montants de l'ordre de 2 000, 3 000 $ américains. Et c'est de l'argent qui devait renflouer les caisses de l'État. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas sécuriser les documents judiciaires, alors, par exemple, maître, on va... les actes d'appel et autres, parce que tout cela est payé. Que l'on dise que c'est gratuit, c'est payant. Il faut rendre effectivement payant pour que ça soit contrôlé, parce que la justice produirait mieux que la DGDA. Très bien. Alors, maître, aujourd'hui, par exemple, dans nos tribunaux et nos parquets, la plainte n'est pas moins de 500 $. Si on vous arrête, même pour vous relâcher, oui, la liberté provisoire, on vous l'achète à 2000, 4000, 5000. Il y en a même des petites choses où vous êtes battu seulement et vous arrivez, les juges... Excusez, à Gombe, ici, il y a 2 ans, je crois, moi je me souviens avoir payé pour un jeune de la DHL, qu'on accusait d'avoir détourné, mais la liberté provisoire, nous l'avons acheté à 4000 $. Alors, est-ce que vous imaginez tout ça, maître? Comment faire pour arrêter le commerce dans cette affaire de justice? Je voulais dire par rapport aux institutions communautaires dont le professeur a parlé, que nous ne devons pas renvoyer notre responsabilité de redresser notre pays aux institutions communautaires. Parce que ceux qui rendent les jugements dans ces institutions-là sont des Africains comme nous, mais qui ont pris un certain nombre de choses au sérieux. Il faut qu'on fasse quelque chose au niveau national. La justice ne peut pas continuer à fonctionner comme elle fonctionne aujourd'hui. C'est vrai que la liberté provisoire ainsi que d'autres choses qu'on peut obtenir de la justice coûtent très cher.
Mais la question fondamentale, cet argent va où? C'est ça la question Parce qu'on fondamentale. aimerait bien payer, mais Oui. que cet argent serve quand même à quelque chose. Exactement. Ouais. Cet argent ne sert pas à l'État. Il y a des magistrats qui C'est- prennent c'est l'argent de dans les l'argent, bistrots. Ils vous appellent oui, dans un c'est de bistrot, ils vous l'argent donnent l'argent et puis ça passe. Que le chef du parquet se distribue avec certains magistrats qui lui sont proches. Oui. Tout le monde, tous les magistrats n'y trouvent pas leur compte. Et surtout si vous êtes qualifié de magistrat rebelle, vous n'avez rien. Ça, si vous êtes C'est la rebelle, même- c'est que vous respectez la loi. Voilà. Oui. Donc si vous n'obéissez version de pas Valérie est terrible, aux quoi. instructions du chef, Vous êtes rebelle. mais vous n'avez pas des dossiers qu'on a. dossier. On ne vous donne pas, on ne vous confie pas des dossiers. Très bien. Alors, on n'aura peut-être pas le temps de finir tous ces débats. C'était le bilan de Il y a l'année. aussi un aspect Ouais. qu'on a peut-être oublié, Oui. c'est les recrutements. Le recrutement des magistrats, qui va le faire? Parce qu'au Congo, quand on vous nomme chargé de lutte contre la pauvreté, disons la corruption, vous êtes dans les dispositions de vous faire Vous corrompre. avez vu ce qui C'est- s'est passé c'est- avec, Mais le concours des magistrats qui est le dernier, tout le monde était recruté sauf ceux qui avaient passé le test. vous avez vu ce qui s'est Moi, passé j'ai avec des la cas de DGDA, preuves de personnes qui n'ont jamais passé ce test-là. mais qui se sont retrouvés. Mais dont le nom était sorti. Et il y en a même qui ont refusé d'aller. Voilà. Je connais un ami qui a dit, moi je ne pars pas. C'est quelqu'un qui m'a mis comme ça, moi je ne pars pas. Il a refusé. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour ce pays avec tout ça? Beaucoup Il y a quoi? d'espoir. Beaucoup d'espoir. Ah oui, Il y en bien a. sûr, Il y a bien beaucoup sûr. d'espoir. L'engagement du chef de Bien l'État sûr. est sérieux. Je crois peut-être que, bon, je s'y prends quelque peu mal avec des personnes tordues de manière générale. Il faut renouveler un peu tout ça. Mais il faut un système de sanctions. Tous les peuples du monde sont comme cela. En France, en Italie, partout, les gens sont corrompus. Mais c'est lorsque la liberté de corrompre et se faire corrompre est institutionnalisée que ça dégénère. Ailleurs, Il faut sanctionner. Vous êtes d'accord, maître? Moi, je suis d'accord, il faut que la sanction, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut éduquer les gens, il faut les sensibiliser, tout ça. Mais je pense que pour le cas du Congo, la sanction doit être la première chose. Très bien. C'est cette sanction qui va montrer qu'il y a une démarcation entre les régimes de Kabila et le régime de Félix Tshisekedi. Alors, je commence par vous pour terminer. Qu'est-ce que l'on retient de ce débat, de ces bilans de 2019 et quelles sont les recommandations strictes que vous allez faire au président de la République, que vous faites au président de la République? C'est que je considère que cette première année, c'est une année de transition. Une année qui a permis, j'espère bien, au président de comprendre et d'apprendre en gérant le pays, mais en même temps aussi à nous, Congolais, de voir qu'est-ce que le président est capable de faire et dans quelle direction il nous conduit. Et nous prenons conscience avec ce débat qu'il y a beaucoup de problèmes au Congo et que nous ne devons que compter sur nous, sur notre engagement pour redresser cette situation. Merci, M. Jacquin, la même chose. Hein. Les bilans, selon vous, vous résumez, et des projections certainement. Nous considérons d'abord que cette première année, c'est une année d'expérience. Comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il fallait que le président s'imprègne, n'est-ce pas, de ce qu'il a comme responsabilité, surtout qu'il vient de l'opposition et celle qui était l'aile la plus dure, et qu'il était important, n'est-ce pas, qu'il comprenne que le Congolais attend énormément de lui, en tant que, je dis, lui en tant que personne, hein, des gens qui croient, qui pensent qu'il peut booster. Et tout ce qui s'est passé tout à l'heure, on a parlé de mafia d'État, on a parlé de corruption, de ceci, cela. Considérons ces choses au niveau de la question si on pouvait avoir espoir. Oui, nous pouvons avoir espoir. Si nous considérons que ce que nous venons de vivre, c'est que ces années passées sont donc des références, des exemples, par exemple de questions, n'est-ce pas, de remise en question, hein, de se poser des questions, où étions-nous, n'est-ce pas, où sommes-nous aujourd'hui, et qu'est-ce que nous devons faire. Ce n'est pas seulement de la responsabilité du chef de l'État, c'est aussi de la responsabilité de nous en tant que peuple de savoir quelle est notre responsabilité à nous, quel rôle avons-nous à jouer aujourd'hui où M. Tshisekedi Tshilombo est président et lui donner, n'est-ce pas, la force de pouvoir prendre son leadership en main et prendre des décisions impopulaires mais salvatrice. Merci beaucoup, M. Jacquin-Dala. Alors, maître, professeur honorable, on termine aujourd'hui. La même chose, hein, donc votre analyse sur le bilan et puis de recommandations. Bon, j'estime que globalement, le bilan de cette année, c'est par rapport aux années passées, il est positif, c'est un bilan encourageant. Il y a pourtant ce qu'il faut voir en face, c'est
des échecs qui sont notamment le fait de n'avoir pas créé cette rupture voulue radicale, hein, comme la souhaitions nous à l'UDPS par exemple. Et aussi, vous avez vu que le budget, bien que maigre de 2019, n'a pas été satisfaisant parce que la mobilisation des recettes était déficitaire. Je me dis, c'est pas parce que le pays manque de moyens, c'est exactement parce que les robinets de la fraude n'ont pas été vite fermés. Alors, là, je vois une année qui vient, une année de grands espoirs, mais aussi des grandes inquiétudes, dans ce sens que c'est de 4 milliards à 11 milliards. Alors, il faut dépasser les 4 milliards de l'année passée en termes de mobilisation, alors que l'année passée, nous ne les avons pas atteints. Il faut arriver à 11 milliards, sinon c'est une catastrophe. Et pourtant, si le rythme peut demeurer le même et qu'il n'y a pas de mesures fortes, et je dis bien radicales, pour juguler la corruption et la fuite, l'impôt sans le pot, comme on dit, je crois que ça va être une année beaucoup plus dangereuse. Merci. Il y a besoin de chauffer la machine pour que l'État fonctionne avec toutes ces problèmes. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, merci beaucoup au professeur Chulumbaï. Merci à maître Katende, vous êtes président de l'Azado. Monsieur le professeur, vous êtes professeur des universités, honorable député provincial, cadre de l'UDPS. Et puis, merci, monsieur Jacquin Dalla, vous êtes cadre du mouvement de Moïse Katumbi Chapoué, le tout nouveau parti politique, le nouveau bébé de la République, on va dire, hein, le parti... né avant oui, le parti FCC. Oui. Né avant le parti FCC, oui, vous êtes né du FCC, donc merci à... merci à vous, monsieur Jacquin Dalla. Merci également à vous qui avez suivi cette émission. Vous nous soutenez. Demain, ça sera le tout dernier numéro de bilan 2019. Je le rappelle encore, une année n'est pas mauvaise, elle n'est pas bonne. C'est ce que vous faites que l'année devienne bonne ou l'année devienne mauvaise. Si nous continuons avec les mêmes habitudes, 2020 va être la même chose que 2019, peut-être pire, parce qu'on aura pris de l'âge et sans réalisation. Merci d'avoir été nombreux, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.